Dans la première partie du cours, on s'intéressait aux métiers de la rééducation, donc les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et psychomotriciens. Et là, nous allons aborder des professions qui gravitent autour de la personne en situation de handicap et qui sont extrêmement importantes dans les prises en charge. Donc, tout d'abord, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, ce sont les piliers de la prise en charge rééducative des personnes lourdement handicapées à la phase aiguë d'une problématique médicale entraînant de lourdes déficiences. Ce sont elles qui sont au chevet des patients et qui vont leur prodiguer les premiers soins de rééducation, à savoir s'autonomiser pour les activités de vie quotidienne, que ce soit la toilette, l'habillage, le repas, le transfert. Et donc, ce sont vraiment, dans les services de rééducation, des éléments extrêmement importants. Par ailleurs, il y a toute la psychologie de la personne qui est hospitalisée et en situation médicale difficile. Pour qu'elle soit en situation de handicap en rééducation, par exemple, c'est que l'importance des déficiences est suffisamment importante pour qu'on en soit à hospitaliser les personnes. Et donc, les infirmières, les aides-soignantes sont vraiment les piliers de la prise en charge. Par ailleurs, elles ont un rôle extrêmement important dans la lutte contre les complications de décubitus, et c'est grâce à elles qu'aujourd'hui, l'incidence des escarres a nettement diminué. Par ailleurs, elles ont parfois des actions très spécifiques dans nos prises en charge rééducatives. Par exemple, suite à une lésion médulaire, il est très fréquent que les patients soient amenés à faire des autosondages, donc des sondages qu'ils réalisent eux-mêmes, des cathétérisations vésicales. Et donc, ce sont les infirmières qui sont en charge de l'autonomisation des patients et de l'apprentissage de l'autosondage pour les personnes qui sont paraplégiques ou tétraparétiques. Cet accompagnement, j'insiste vraiment sur le fait que c'est la première étape vers l'autonomisation et c'est elles qui sont aux premières loges pour nous dire si le patient arrive ou pas concrètement à s'autonomiser dans son quotidien. Et donc, leur avis, leur voix est fondamentale quand on s'intéresse à la fonction et en particulier sur les activités de vie quotidienne, les activités simples. Par ailleurs, c'est elles qui sont en première position pour installer les patients en fauteuil, car très rapidement, ce ne sont pas les kinésithérapeutes qui installent les patients en fauteuil, mais les infirmières et les aides-soignantes, et donc elles ont un regard critique sur la qualité d'installation des personnes au fauteuil roulant. Une autre profession qui est très impliquée dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, ce sont les assistants de service social, donc ce qu'on a appelé les assistantes sociales. Extrêmement important, car quand on est dans un objectif de réadaptation, c'est-à-dire permettre à la personne de vivre le plus normalement possible malgré sa situation de handicap, on est bien souvent amené à devoir adapter physiquement le logement, par exemple, ou à avoir besoin d'auxiliaires de vie qui vont compenser les difficultés du patient dans son quotidien. Et donc, pour avoir des leviers financiers et accompagner les familles et les patients vers l'obtention de différentes aides ou d'un accompagnement extrêmement spécifique, on s'appuie beaucoup sur les assistantes sociales. Donc, c'est vraiment un pilier important pour nous en médecine physique et réadaptation dans la prise en charge globale de nos patients. Un de ces leviers, c'est la maison départementale du handicap et donc le dossier de la MDPH qu'on est, nous, médecins, amenés à remplir très régulièrement. Et c'est la première marche avant de pouvoir obtenir différentes aides, car c'est la démarche administrative d'évaluation de la situation du handicap qui va pouvoir, à terme, déboucher ou pas sur différentes aides, qu'elles soient physiques, humaines ou matérielles. Un autre acteur important dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, c'est la psychologue. Donc, c'est une activité qui se fait de façon libérale, mais elle n'est pas remboursée, ou salariée au sein des structures. On a tendance à diviser en deux l'activité des psychologues avec la neuropsychologie et la psychologie. Donc, les neuropsychologues, elles seront un peu plus en charge de l'évaluation cognitive et mnésique des patients cérébro-lésés, donc les traumatisés crâniens, les AVC. Donc, elles ont différents outils pour faire ces évaluations. Ce sont des tests qui sont assez longs, assez spécifiques, qui souffrent du fait qui ont un test-retest important, donc elles souffrent du fait d'être trop souvent répétées. Donc, on les fait de façon très ponctuelle et on s'appuie plutôt sur les tests des orthophonistes pour avoir un suivi régulier de l'évolution des fonctions exécutives et mnésiques des patients. Donc là, vous avez un des tests.
qui consiste à d'abord dire la couleur que vous voyez écrite sur les mots et ensuite dire les mots et vous alternez, vous verrez que ce n'est pas si simple. La psychologue, donc la psychologue, c'est plus l'impact émotionnel de la pathologie, du handicap, l'impact émotionnel pour le patient comme pour les aidants familiaux. Et donc, elle est là pour accompagner les patients dans la vie malgré le handicap. Ce n'est pas l'acceptation du handicap, c'est la vie malgré le handicap. Et accompagner les familles dans cette révolution que représente les difficultés fonctionnelles issues d'une pathologie, quelle qu'elle soit. Extrêmement important. Un autre acteur important dans la prise en charge de la personne en situation de handicap, c'est les diététiciens. Donc, il n'y a pas de remboursement en libéral de l'activité de diététicien. C'est lui qui est en charge de l'équilibre alimentaire de l'individu et c'est très important car il faut ne pas être dénutri, en particulier pour éviter les complications de décubitus et il ne faut pas non plus avoir un BMI trop élevé quand on a un déficit moteur, donc quand on a un membre inférieur qui ne fonctionne pas bien, plus on est gros, moins on va réussir à marcher, malgré des muscles qui peuvent être absolument identiques. Donc c'est vraiment une prise en charge qui est importante au début, dans le cadre du handicap physique, pour trouver le bon équilibre entre la bonne nutrition, mais ne pas grossir pour ne pas aggraver la fonction marche en particulier. Les diététiciens sont aussi en charge de l'adaptation des textures des repas chez les personnes qui ont des troubles de la déglutition. Donc, c'est elles qui vont travailler avec les orthophonistes pour trouver le bon équilibre pour toujours avoir un plaisir alimentaire, car c'est extrêmement important d'avoir un plaisir quand on mange. Et quand vous mangez mouliner légumes tendres pendant des mois et des mois, je vous assure que ce n'est pas la belle vie. Donc, trouver un équilibre entre le plaisir alimentaire qui passe par différentes structures et différents aliments et le risque de pneumopathie d'inhalation parce qu'il existe des troubles de la déglutition. Donc, c'est un travail en étroite collaboration qui se fait avec les orthophonistes. Un autre acteur de la prise en charge rééducative et plutôt réadaptative des personnes en situation de handicap, c'est l'orthoprothésiste. Donc, les orthoprothésistes sont en charge de concevoir, prendre des moulages, fabriquer, livrer, ajuster le grand appareillage qui peut être nécessaire pour des personnes handicapées. Donc, il y a par exemple les prothèses, donc les prothèses de membres inférieurs. Là, vous avez une section transfémorale avec une prothèse de membre inférieur qui a un genou articulé et un pied pour permettre une déambulation. Ils peuvent être aussi en charge de créer des corsets dans le cadre des scolioses pour essayer de diminuer l'inclinaison rachidienne tout au long de la croissance des jeunes scoliotiques. Et puis des orthèses. Donc des orthèses, ce sont des structures en carbone, par exemple, qui vont compenser, donc ils vont se mettre autour d'une articulation pour compenser cette articulation. Les donc les ordonnances se font sur des ordonnances de grand appareillage et elles sont souvent limitées en termes de médecins prescripteurs, c'est-à-dire que tous les spécialités médicales ne peuvent pas prescrire tous les grands appareillages possibles. Et puis, le petit appareil, donc ça peut être prescrit par tous les médecins, ça peut même être prescrit par les paramédicaux, actuellement les kinésithérapeutes, demain les ergothérapeutes. Ce petit appareillage, ça peut être une orthèse de genou, une genouillère, un dujarier, etc., des colliers cervicaux. Là, il le distribue, il ne le fabrique pas, alors que le grand appareillage, généralement, c'est quelque chose qui est fabriqué et conçu par l'orthoprothésiste. Les podo-orthésistes, eux, s'intéressent aux pieds. Et une de leurs principales activités, c'est la réalisation des chaussures orthopédiques. Donc, ces chaussures orthopédiques qui peuvent être intéressantes quand il y a des déformations articulaires ou quand il y a un risque très important de développer des escarres au niveau du pied, chez par exemple le patient diabétique. Donc, on peut être amené à prescrire des chaussures orthopédiques. Là aussi, bien réfléchir sur pourquoi je prescris une chaussure orthopédique et qu'est-ce que j'attends de cette chaussure orthopédique. Le podo-orthésiste peut aussi concevoir des orthèses plantaires, des coqtalonnières, des petites orthoplasties, donc différents outils, différents petits moyens pour améliorer la stabilité, l'état du pied des personnes en situation de handicap. Là aussi, c'est une ordonnance qui se fait sur l'ordonnance de grand appareillage. Et il y a là aussi parfois une limitation des médecins pouvant faire ces prescriptions.
comme les orthoprothésistes, les podo-orthésistes peuvent délivrer du petit matériel fabriqué de série qui, là, peut être prescrit sur ordonnance simple. Il faut bien avoir en tête que le petit matériel de série qui est délivré par les pharmacies, par les orthoprothésistes, par les podo-orthésistes, a souvent un taux de remboursement qui est faible et donc un reste à charge pour le patient qui est important. La pédicuripodologie est un des autres métiers très impliqués dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, parce que bien souvent, il y a des problématiques au niveau des pieds, des ongles de nos patients. Donc les pédicures podologues sont en charge de l'hygiène des affections de la peau et des ongles des pieds. Donc ils peuvent être amenés à faire des petites interventions, mais ces petites interventions, qu'elles soient sur la corne ou sur les ongles incarnés, ne doivent pas provoquer des fusions de sang. Donc c'est la limite, un peu limite, avant des soins plus conséquents qui pourraient être faits par des orthopédistes, des médecins, des infirmières. Et puis, ils peuvent être amenés à réaliser des orthèses plantaires, un petit peu comme des podo-orthésistes ou des orthoplasties, pour diminuer les conséquences, par exemple, d'une griffe d'orteil et donc les lésions cutanées au niveau de l'ongle qui sont dues à la griffe d'orteil. Oui, ici. Donc tous ces acteurs sont très importants, mais il y a plein de personnes qui participent à la prise en charge des personnes en situation de handicap, que ce soit d'origine neurologique, rhumatologique ou orthopédique. Et donc, je voulais souligner l'importance des enseignants en activité physique adaptée. Donc, les APA sont des spécialistes de l'activité physique adaptées aux personnes en situation de difficulté fonctionnelle. Donc, elles proposent des activités de lutte contre le déconditionnement à l'effort et des activités de renforcement moteur particulièrement intéressantes pour nos patients. C'est vraiment une activité qui est en plein essor, avec un impact fonctionnel important, une rigueur scientifique sur le niveau de preuve qui est de plus en plus important. Il n'y a toujours pas de remboursement sécurité sociale à proprement parler, mais il y a une possibilité de prescription de l'activité physique et ce remboursement de cette prescription peut parfois avoir lieu, être réalisé par les mutuelles. Donc pas de remboursement sécurité sociale, mais des possibilités de remboursement autres sur prescription médicale. Un autre acteur souvent cité, c'est l'ostéopathe. Donc, c'est une profession qui a été très récemment régulée, car avant, derrière le terme ostéopathie pouvait se cacher plein de techniques qui étaient parfois pour le moins exotiques, donc très récemment régulées. Tous les ostéopathes ne sont pas kinésithérapeutes, c'est-à-dire qu'on peut devenir ostéopathe sans avoir jamais fait médecine ou kinésithérapie. Et donc, malgré cette régulation récente de l'activité d'ostéopathie, les bases physiopathologiques de l'activité de l'ostéopathe restent pour le moins floues. Et le niveau scientifique, le niveau de preuve de l'activité en ostéopathie est quasiment nul. Et puis, des moniteurs d'auto-école, parce que quand on a un patient tétraplégique qui doit reconduire sa voiture, on réfléchit avec des ergothérapeutes, des moniteurs d'auto-école, des architectes, parce que quand on veut qu'un patient qui a des difficultés à monter des escaliers puisse rentrer chez lui, on réfléchit avec lui sur comment rendre accessible son logement. Des entrepreneurs, car c'est eux qui vont construire après les logements à proprement parler, puis des avocats, parce que quand on est dans le domaine de la réparation juridique du dommage corporel, eh bien, une personne qui a été victime d'un accident va recevoir une importante somme d'argent, et cette somme d'argent est d'autant plus importante que le patient a été bien défendu, et donc cet argent va nous permettre d'avoir de l'ouverture sur ce qu'on peut réaliser pour le patient en termes d'adaptation, et donc c'est aussi un des piliers de la prise en charge des personnes en situation de handicap.